qu'il en soit, on va parler de navigation, de bateau, d'un bateau qui en apparence n'a pas beaucoup changé. La chance qu'il a, hein, pas changé en 50 ans. Mais en apparence seulement, car ce bateau il a quand même subi des évolutions, pas vraiment de révolution. Un bateau qui a une histoire lourde, chargée, et qui a une chance aussi, c'est d'avoir une poignée de gens sur le territoire français complètement passionnés et envahis par un amour de ce bateau qui va bien au-delà du fait de le pratiquer, le bateau. Et parmi ces gens, pour pas dire, on va mettre un capitaine aussi à cette équipe de passionnés. Et le capitaine aujourd'hui, en tous les cas, c'est Alain Corcuff. Alain Corcuff qui est vice-président de la classe 470, si je ne m'abuse, encore aujourd'hui, président fondateur aussi de l'association peut-être, je dirais si je me trompe. Alain Corcuff qui a également été, qui a navigué sur un 470, qui a fait des compétitions et pas des moindres. Il me semble qu'il y a eu des Jeux Olympiques ou des Championnats du Monde, où Alain Corcuff, à un moment donné, a préféré s'occuper du bateau que de naviguer sur le bateau. On lui demandera pourquoi à l'occasion, mais c'est en tous les cas avec lui qu'on va dérouler 50 ans de vie, 5 décennies d'un bateau qu'on peut qualifier d'historique aujourd'hui, qui sera au départ des Jeux Olympiques de Rio en 2016, et il parle même déjà des Jeux Olympiques 2020, donc vous voyez qu'il a un bel avenir devant lui. Et M. Corcuff nous confiait tout à l'heure qu'il aurait un peu de mal, mais qu'il aurait bien aimé être là en 2063, lorsqu'on fêtera son centenaire. Alain Corcuff. Oui, merci. Donc là, vous avez une photo pour introduire le sujet, Jeux Olympiques 2008. J'ai choisi justement cette photo parce que le français est en tête. Alors on verra que ce n'est pas toujours le cas. Et notamment, ça c'était Nicolas Charbonnier et Olivier Bosset, à Pékin, et ils ont fini, médaille de bronze quand même. C'est pas mal. Alors on m'a dit qu'il fallait appuyer là-dessus. Voilà. Donc je vais vous parler du 470 de sa vie. Alors pour bien préciser, moi j'ai eu la chance de connaître le 470 dès 1963, première présentation au public à Quiberon-Port-Alien. Et puis effectivement, j'ai trouvé que j'étais trop mauvais coureur pour faire des championnats du monde. Donc après, je me suis impliqué à partir de 1970 dans la vie de l'association française et de l'association internationale. On verra à quoi ça sert tout à l'heure. Donc j'ai été président pendant 10 ans de l'association française, donc à ce titre-là, je suis maintenant président d'honneur, et je suis toujours vice-président de cette association française, et j'ai été pendant, donc jusqu'en 2012, donc pendant 40 ans, membre du comité de direction de l'international, et j'en suis membre honoraire maintenant. Voilà, et cerise sur le gâteau, je suis également arbitre international de voile. Alors attendez, avant de partir dans la présentation, on va peut-être vous passer un petit film. Arbitre international de voile qui vous vaut d'ailleurs de bien connaître le plan d'eau du Cap d'Agde pour y avoir navigué en tant que coureur, mais aussi pour y avoir jugé pas mal de compétitions, et la dernière a été au mois d'avril de cette année. Absolument, la Coupe internationale de printemps, qui est une épreuve que j'ai créée en 1976 et qui a lieu tous les ans. Donc la dernière en 2013 s'est courue au Cap d'Agde et j'étais président du comité de course. Alors, une petite vidéo qu'on a faite pour fêter les 50 ans, qui fait une rétrospective des 50 ans de 470. Les premières images ne sont pas très bonnes. C'est un film du championnat du monde de 1970. Bon, j'espère que la musique ne va pas trop nous gêner. On va la baisser un peu. Ça, c'est André Cornu, l'architecte. Alors, comment on met pleine page là ? Jean Morin, le premier constructeur, qui était près de Pessac. Et voilà des photos du championnat du monde 1970 avec Cadeau, qui était le premier championnat du monde. Pessac en Gironde, hein. Oui. Les frères Pajot, qui étaient des gloires de la classe dans les années 60, avant d'avoir une médaille d'argent au Flying Dutchman. On ne peut pas mettre plein écran, hein, comment ça marche ? J'y suis. Boët Christ, qui était aussi un équipage de pointe. Marc Boët est toujours coureur sur les match racing. Il avait 16 ans à l'époque, hein, quand il a commencé en 70. Les frères Folenfant, 4 fois vice-champion du monde. Alors tous ces gens-là, ils sont revenus courir à La Rochelle cet été pour les 50 ans, puisqu'on a organisé quelque chose, les frères Carré, champions du monde, les premiers champions du monde, 70. On a organisé, à l'occasion des 50 ans,
ce qu'on appelait le Trophée des légendes, où on a fait revenir tous les champions du monde et olympiques pour courir ensemble. Donc il y avait les premiers champions du monde, les frères Carré, il y avait Marc Bouette, qui couraient contre les champions actuels, les derniers champions olympiques. Merci. Laurent Surmain, champion du monde en 1975. Fontaine, équipage mixte qui a été au plus haut niveau puisqu'ils étaient remplaçants aux Jeux Olympiques. Ullman Niskay, USA, 3 fois champion du monde. Alors ça, c'est un film qui a été fait par Thalassa à l'occasion des championnats du monde 1981. Thalassa avait passé à l'époque à la télévision française 30 minutes sur ce championnat et sur le 470. Ça se passait à l'ENV à Quiberon. Barnes Philcock, Nouvelle-Zélande, 3 fois champion du monde également. Tous ces gens-là étaient à La Rochelle cet été. Briand-Fontaine, elles ont été championnes du monde en 1983. Ça, il doit s'agir du championnat d'Europe 88 qui s'est couru à l'ENV à Saint-Pierre-de-Quiberon. Morag Champy-MacLean, qui a été championne du monde en 86. Alors, DDR, on ne voit plus ça dans les voiles, maintenant c'était l'Allemagne de l'Est. Les spécialistes, en voyant ces images défiler, verront les évolutions du bateau et surtout de la technique de conduite du bateau à travers les âges, qui a fait d'un bateau qui était plutôt un bateau tranquille, un vrai bateau de compétition très sportif. L'intérêt du bateau, ce qui a fait son succès, c'est qu'il n'était pas très toilé. Et donc, alors, Jolly Jewels, américaine, championne olympique 88, et Pépin Pillou, champion olympique 88 également, à Séoul. C'est nos seuls champions olympiques français, en 470. Les Japonais champions du monde en 89. Elles ont été 3 fois championnes du monde. Teresa Zabel a été élue meilleure navigatrice de l'année 2 fois de suite. Moi, je disais que c'est un bateau qui convient à tout le monde, toutes les tailles, tous les gabarits. Les Japonais l'ont adopté parce que justement il convenait aux petits gabarits, les féminines aussi. Alors, les équipages ukrainiens étaient très forts en 96 avec un entraîneur qui s'appelle Viktor Kovalenko. Il a été, les Ukrainiens n'avaient aucun moyen financier en 96. Ils ont raflé toutes les médailles. Et donc Viktor Kovalenko a été embauché par les Australiens qui, à partir de 2000, a raflé toutes les médailles. L'Australie a raflé toutes les médailles. Et Viktor Kovalenko est appelé le medal maker, le faiseur de médailles. C'est sans doute le plus bon entraîneur du monde, tous sports confondus. On n'a jamais vu un gars comme ça. Il est phénoménal. Il ne fait pas travailler les gens sur la conduite du bateau, mais sur la psychologie et la préparation de l'équipage. Voilà les Australiens là, qui sont multiples champions du monde et olympiques. Ça, c'est des Hollandaises qui ont été plusieurs fois championnes du monde également. Les Grecs, 4 fois championnes du monde, et olympiques même.
Ça, c'est des images de San Francisco 2005. C'était un championnat fantastique dans la baie de San Francisco, parce que la mer est très dure, et ça a donné, avec beaucoup de vent, et ça donne des spectacles fabuleux. Vous avez visité la prison d'Alcatraz pendant la compétition? On faisait pratiquement toutes les arrivées près d'Alcatraz, et on a visité Alcatraz, effectivement. Et il y a une image dans le bouquin, là, je parlerai des bouquins plus tard, il y a une image où il y a un bateau 410 néo-zélandais qui arrive près d'un cargo, ou plutôt c'est le cargo qui arrive sur lui, et c'est une course qu'on a dû annuler parce qu'un cargo a traversé toute la flotte. Il n'a pas voulu se détourner. Voilà les Hollandaises qui gagnent leur titre de championne du monde. Et pouf, voilà. Alors ça, c'est le championnat du monde 2008 en Australie, Mordialloc, dans la belle Melbourne. C'était très rigolo parce que ça faisait très longtemps que les bateaux qui sont candidats pour les équipages candidats pour les Jeux Olympiques, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient plus jamais mis leur bateau à l'eau sur une plage dans les vagues. Alors ça, c'était très rigolo à voir. Tous les équipages que vous voyez là, ils continuent à courir aujourd'hui. Quand on est parti pour une préparation olympique en 470, on en fait au moins 2-3 de suite, quoi. Sachant qu'une préparation olympique, c'est quasiment 100% du temps sur l'eau ou en salle de gym. Des Croates. Des Argentins. Les Néo-Zélandaises qui ont été championnes olympiques en 2012. Je crois que c'est fini. C'est marrant, comme il y a pas de... Enfin, il y a un pays qui a gagné plus de titres que les autres, mais c'est pas flagrant, quoi. Il y a vraiment eu un tour du monde total de titrés en 470. Oui, alors on verra tout à l'heure, la France a le record du monde des médailles obtenues, mais n'a pas le record du monde, loin de là, des médailles d'or. Voilà. Quand on fait le classement des nations, l'Australie est nettement en tête. C'est vrai, parce qu'en plus, on a des différences de pays, quoi. On parle des États-Unis, de l'Ukraine, de la Grèce, de l'Argentine aussi, vraiment. Peut-être que les Espagnols aussi, les Italiens aussi. Les Anglais également. Il y a des Japonais qui ont gagné aussi. Alors, les Japonais, ils ont gagné quand c'était chez eux. Non, parce que vous avez navigué au Japon. Oui, en compétition. En 77. Les Japonais, ils ont gagné en 89 chez eux. Alors voilà ce que je vais essayer de vous présenter le plus clairement possible. Alors le 470, qu'est-ce que c'est déjà ? Quelle a été sa diffusion, quelle est son activité à travers les âges, comment on identifie un 470, enfin, je passerai vite parce que c'est vraiment administratif, les constructeurs, les évolutions techniques du bateau, l'organisation du sport, la pratique du 470 sportive et les résultats français, et puis on terminera sur l'avenir du 470. Alors en quelques mots, le 470, son nom, ça manquait d'imagination, il le doit à sa longueur en mètres, comme le 420 fait 4,20 m, le 430 fait 4,30 m. À l'époque, on ne cherchait pas beaucoup des noms originaux. C'est un bateau qui est en fibre de verre armé, avec un gel-côte. À l'époque, au départ, le mât et la baume étaient en bois, en spruce, qui était un mât qui était assez souple.
Et puis, dès le départ, dès l'origine, il était équipé d'un spinnaker et d'un trapèze qui était quand même assez exceptionnel, parce que le 420, par exemple, quand il est sorti, n'avait ni trapèze ni spinnaker. On l'a rajouté après. Donc, il est né en 63. Les premiers essais ont eu lieu au Grand Piquet sur le bassin d'Arcachon au printemps 63. Il a été présenté officiellement à Quiberon pour la Ligue 1 à l'été 63. Pourquoi à Quiberon pour la Ligue 1? Simplement parce que le président du club, qui était une base du Track Club de France, était un ami personnel d'André Cornu, l'architecte. Donc architecte André Cornu, constructeur Jean Morin. André Cornu, pour certains qui connaîtraient, c'est le neveu d'Eugène Cornu, qui faisait des magnifiques bateaux en bois verni, des bateaux de croisière, très étroits, très effilés, et assez célèbres. Alors voilà un 470 du début, hein, c'est le numéro 43, photographié à l'époque, en 65 je crois. Donc vous voyez qu'il a mât-bois, baume-bois, un point de tir, des coudes de grand voile à l'arrière. Et puis vraiment les caissons sont hyper simplifiés puisque les coudes de phoque, ici, elles passent juste dans un filoir et c'est tout. Il n'y a pas de réglage, il n'y a rien du tout. Et voilà, pour faire un contraste entre le calme de cette photo, la promenade, et puis le sport olympique, voilà une des photos les plus spectaculaires des derniers Jeux Olympiques en 2012. Le SPI est un peu à la ramasse, mais c'était pas n'importe qui était à bord, puisque ces Néo-Zélandais-là ont fini médaille de bronze. Donc vous voyez que c'est quand même pas facile à manier comme bateau, toujours. Alors les caractéristiques du bateau, on va passer très vite, mais j'aurais peut-être pu faire des comparaisons avec le 505, par exemple, en rapport surface de voile longueur, mais c'est un bateau qui n'est pas très toilé, avec 13 mètres carrés de voile en tout, quoi, et 13 mètres carrés de spinnaker. Il faisait 115 kg au départ, il a été rehaussé à 118 en 73, puis 120 en 79, dû à des ajouts qui ont été faits. 118 c'était pour les réserves de flottabilité qu'on a insérées dans les caissons, et 120 c'est pour le rajout d'accastillage, etc. Et puis ça permettait d'avoir des coques un peu plus costauds. Alors le prix sans voile, vous voyez là ce qui s'est passé, hein, 3 800 € équivalent 2013. Maintenant, aujourd'hui, un bateau sans voile, c'est 12 200 € en moyenne. Ça peut monter jusqu'à 14 000, il faut rajouter 2 000 € de voile à peu près. Alors l'écart, il s'explique par le renchérissement de la main-d'œuvre, puisque c'est une fabrication qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Et puis un impact fort qui a été la suppression des taxes mères en France, qui a augmenté le prix des bateaux de 20% d'un seul coup. Voilà, et puis pour l'inflation, l'accastillage qui a augmenté, etc. Alors, quelques dates, je vous ai mis les événements marquants de la classe, mais on va retenir simplement les plus importants. À part le lancement en octobre 63, c'est janvier 66 en rouge, l'obtention du statut national, de classe nationale par la Fédération française. Novembre 68, le statut de classe internationale IRU, qui s'appelle maintenant l'ISAF, International Sailing Federation, c'est la Fédération internationale. Novembre 72, l'IRU donne au 470 un statut olympique pour les Jeux de 76. Depuis, ce statut a été toujours reconduit, et en 84, l'épreuve olympique, pour tous, a été scindée en deux, une épreuve pour les hommes et une épreuve pour les femmes, pour promouvoir la voile féminine. Parce que les femmes n'avaient pas beaucoup de chance. Alors voilà, c'était parce que les femmes n'avaient pas beaucoup de chance contre les hommes, parce que les femmes allaient devenir plus fortes que les hommes. Alors les femmes n'avaient pas beaucoup de chance. Les femmes, elles avaient de la chance en équipage mixte, comme vous avez vu Claire Fontaine et Jean-François Fontaine. Ils ont failli être sélectionnés pour les Jeux de 76, ils étaient remplaçants. Ils avaient gagné la semaine pro-olympique à Kingston, au Canada, sur le site des Jeux Olympiques, en 75. Et quand, pour montrer l'état d'esprit à l'époque de tous les gens qui avaient des blazers, là, quand les premiers ont été annoncés,
Donc il a fallu aller vers le podium. Clairefontaine s'est avancé vers le podium. Tous les gens en blazer l'ont arrêté en disant « Non, non, c'est les vainqueurs qu'on appelle ». Comme je dis assez souvent, ce jour-là, l'IRU a découvert que la voile féminine existait. Et Clairefontaine, c'est pas une course de voile, hein, c'est une femme qui s'appelle Claire et Fontaine, c'est son nom. Enfin voilà, c'était pour faire un petit jeu de mots avec le trophée Clairefontaine, qui n'a rien à voir avec Clairefontaine. J'aimerais bien qu'on revienne sur octobre 63, novembre 63, parce que c'est vrai que bon, qu'est-ce qui s'est passé, on ne se rappelle pas vraiment, mais en tous les cas, ça avait été un véritable événement national, la sortie de ce bateau, puisque la seule revue de bateau, vous dites si je me trompe, hein, la seule revue de bateau à l'époque, c'était le magazine Bateau, tout simplement. Et ce magazine avait fait sa une et avait consacré un numéro largement au 470, et je crois que l'ORTF aussi s'était intéressé à la sortie du 470. Ça avait été un petit événement national. Oui, alors, alors je termine pour Clairefontaine. Clairefontaine, elle a été directrice de l'équipe de France pendant des années. Elle est présidente de la Société des régates rochelaises et elle est vice-présidente de la Fédération française. Donc elle est toujours en activité. Alors pour répondre à la question, quand le 470 est sorti, à l'époque, il sortait une nouvelle série de dériveurs pratiquement toutes les semaines. Nous, à Quiberon, pour Rallye, j'étais moniteur de voile là-bas, on voyait l'été, il y avait un bateau nouveau qui arrivait par semaine pour tester, qui était donné à l'école de voile. Donc quand le 470 est sorti, la presse a plutôt titré oh, encore un bateau de plus, quoi. Encore un dériveur de plus. C'est que début 64, au printemps 64, que les opinions ont commencé à changer quand ils ont vu que le 470 s'était bien vendu, puisque à la Semaine internationale de la voile à La Rochelle, c'était une des séries les plus représentées en 64. Donc là, la presse a commencé à s'y intéresser et est devenue effectivement dithyrambique à propos des qualités du bateau. Du style, c'est le bateau dont on a toujours rêvé. Voilà. Et la fédération avait dit aussi, oh, encore un bateau de plus. Puis voilà, ils ont bien été obligés en janvier 66 de reconnaître les mérites du 470. On verra pourquoi tout à l'heure. Pourquoi la fédération est obligée d'y aller. Voilà, alors je termine par mai 2011, où on a eu le plaisir de voir le 470 hommes et femmes reconduits pour les Jeux de 2016. C'était pas gagné, puisque il y avait une tentative pour remplacer ces deux épreuves par une épreuve 470 en mixte, alors qu'on n'a plus aucun équipage mixte. Et puis, là, ça s'est fait au détriment des quillards qui ont été sortis des Jeux Olympiques, puisque le nombre d'événements aux Jeux Olympiques est défini, limité à 10. Pour revenir sur les équipages féminins, la Coupe internationale de printemps qui s'est courue l'an dernier au Cap d'Agde, cette année au Cap d'Agde, a été 2 fois gagnée par des équipages féminins. Une fois c'était l'Espagnole Teresa Zabel, qui a été double médaille olympique, et une autre fois les Ukrainiennes qu'on a vues tout à l'heure. Comme dit les dernières championnes olympiques dans le bouquin, elles disent nous on aime bien gagner, on aime bien être dans les épreuves avec les hommes parce qu'ils ont horreur d'être battus par les femmes. Alors diffusion et activité, voilà, on peut scinder ça de la façon suivante. Dans les années 60-70, c'est un bateau qui a une diffusion assez fulgurante. Donc il a été baptisé par l'association et puis ensuite repris par la presse comme dériveur du juste milieu, situé entre le 401 et le 505. Il faut dire que quand il est sorti, entre le 420 qui était sorti en 1960 et le 505, qui était donc 420 dériveur d'initiation, 505 dériveur vraiment haute performance, il n'y avait rien. Donc il fallait être assez lourd et sportif en 505. Et le 470 est venu bien combler ce trou. Donc il était praticable par tous les équipages, il était au milieu des deux, en prix, en longueur, voilà. Donc il avait le bon gabarit pour réussir. Bon, à partir de 1975, il y a eu une baisse de la pratique des riveurs, qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Alors on peut mettre différentes raisons, le choc pétrolier, la planche à voile, enfin, on peut aussi dire que faire du dériveur, ça paraît maintenant trop compliqué pour les jeunes.
c'est un peu long d'armer un bateau, etc. On a plus vite fait devant une Game Boy ou devant un ordinateur. Bon, en France, 11 600 bateaux ont été diffusés aujourd'hui. Bien entendu, ils ne sont pas tous en état de naviguer, mais à La Rochelle cet été, on a encore vu des numéros dans les 1000 navigués. En France, il s'y matricule de l'ordre de 10 à 20 nouveaux bateaux par an, avec un marché de l'occasion excellent, puisque les bateaux sont maintenant très durables. On arrive à tenir un 470 à haut niveau pendant 8-10 ans. Et donc, on trouve des bateaux d'occasion, bon marché et de très bonne qualité. Qui fait qu'il s'y matricule pas beaucoup de nouveaux bateaux. À l'étranger, le premier bateau a été exporté dès 1963 aux USA, c'était le numéro 25, donc c'était allé très vite. Il y a eu une expansion dans les pays limitrophes de la France et puis en Afrique francophone en 1964. L'international créé en 1965 à l'initiative de 4 pays, 4 associations nationales. Et puis, en 1966, Jean Morin perd son monopole de construction puisque l'association internationale a créé des chantiers en Belgique et en Espagne. Alors, on verra que ça a évolué, ça, évidemment. Et aujourd'hui, donc, il y a à peu près 40 000 bateaux qui ont été répartis dans 70 pays du monde, sur tous les continents. Dans les 70 pays, on va dire qu'il y en a 55-60 qui sont actifs et de l'ordre de 45 qui participent dans les championnats du monde. Voilà, alors le bateau du juste milieu, il est devenu maintenant le bateau sur lequel le monde navigue, qui est maintenant le nouveau slogan de l'association internationale. Voilà la diffusion du 470 à travers les âges. Donc vous voyez que jusqu'en 75, que ce soit dans le monde ou en France, il y a une courbe assez forte de montée. Et puis très rapidement, voilà, 78-80, en France, ça stagne. 10 à 20 bateaux par an, c'est l'épaisseur du trait. Bon, à l'international, ça marche un petit peu mieux quand même. En termes d'activité, j'ai trouvé intéressant de vous montrer ça, qui était, à l'époque, on comptait les bateaux départ. C'est-à-dire qu'un bateau qui prenait le départ d'une course, c'était un bateau départ. Donc s'il y avait 6 manches dans une épreuve, par exemple, un bateau comptait pour 6 bateaux départ. Donc à la fin de l'année, on comptait les bateaux départ de chaque série en France, et ça s'appelait le rapport Toureau, du nom de son inventeur, Pierre Toureau. Alors vous voyez ici le 420 et le Vaurien, où la courbe s'est croisée en 63-64, et vous voyez en rouge le 470 qui démarre. Donc vous voyez très vite le 470, alors qu'il n'était pas encore série nationale en 65, il est venu tailler des croupières au 5 au Canton, au Ponant, qui étaient des séries nationales. C'est pour ça que la fédération ne pouvait pas éviter de nommer le 470 série nationale. Et puis voilà, il a croisé le Vaurien là, il a failli rattraper le 420 là, et puis après le 420 j'ai plus, et rapport Toureau il s'est arrêté à peu près en 75, mais derrière ça retombe pas mal. Alors on a pu compter puisque ça retombait. L'identification d'un bateau, comment savoir si c'est un vrai 470 si vous voulez en acheter un, parce qu'il y en a des faux, il y en a qui n'ont jamais été immatriculés, il y en a qui ont été faits hors jauge avec des renforts qui n'étaient pas conformes, etc., ou par des constructeurs qui n'avaient pas de licence de construction. Par exemple, les Russes ont couru pendant longtemps sur des bateaux fabriqués à Tallinn qui n'avaient pas de licence de construction, simplement ils ne sortaient jamais du RSS. Donc il doit avoir une plaque constructeur, c'est celle-ci, hop, non, on appuie sur le bouton, une plaque constructeur, ici c'est Ziegelmeyer, une plaque ISAF qui atteste que d'abord c'est un constructeur licencié et ensuite qu'il a payé la redevance puisque l'ISAF est propriétaire des plans. Il doit avoir le sigle 470 sur la grand voile, un numéro de voile sur la grand voile et le spinnaker, et puis dans la voile, dans chaque voile, la marque du voilier, c'est obligatoire, et la marque de redevance à la 470 internationale.
Et puis il aura en papier un certificat de conformité qui fait le lien entre le numéro de coque, le numéro de plaque ISAF et le numéro de voile. Les constructeurs, donc Jean Morin, constructeur historique, il a fait 11 000 des 40 000 bateaux construits. C'est quand même pas mal. En 66, comme j'ai dit, il perd son monopole. Et jusqu'en 69, les chantiers sont agréés par la 470 internationale. Alors en 69, donc 68, comme j'ai montré tout à l'heure, la série devient série internationale IRU en novembre 68, pardon. Et en mars 69, André Cornu vend ses plans à l'IRU, l'ISAF maintenant, qui devient propriétaire des plans et qui donc est le maître pour agréer les chantiers. Aujourd'hui, en 73, on a 7 chantiers agréés à travers le monde. On en a eu jusqu'à 32 en 1976. Bon, dans les 32, il y en avait qu'une douzaine qui étaient vraiment actifs. Les autres, ils avaient des licences au cas où. Le top du top en 2013, dans la flotte olympique, 90% des coureurs naviguent sur des maquets faits en Nouvelle-Zélande, qui coûtent bien plus cher que le prix que je vous ai montré tout à l'heure. Surtout qu'il faut le faire venir de là-bas. Les constructeurs français, ça a été Morin. Ensuite, Morin a vendu son chantier à Yachting France. Fontaine-Pajot s'est lancé en 75. Derrière, il y a eu Boétique Diffusion, Boutemi dans les années 90. Et aujourd'hui, on n'a plus de chantier en France. Et pour en vendre 10 ou 20, de toute façon, ce serait rentable pour personne. Alors, les évolutions techniques du bateau, on va distinguer plusieurs périodes. Il y a 63-72, c'est-à-dire juste avant l'obtention du statut olympique, ce que j'ai appelé vers la maturité. Vous avez vu le bateau à l'origine, mât bois, point de tir arrière, baume en bois. Morin faisait un petit peu avec Cornu tout ce qu'il voulait. Donc en 65, l'association française édite les premières règles de classe qui vont définir comment doit se construire un bateau et comment, pour qu'ils soient tous identiques, avant de pouvoir avoir des constructeurs dans d'autres pays. Et puis, pour maîtriser un petit peu l'évolution du bateau et que ce ne soit pas laissé à l'initiative d'André Cornu et de Jean Morin. En 66, on agrée les mâts et baux métalliques. Alors, c'était pas pour faire moderne, c'était parce que Jean Morin, compte tenu de la cadence de construction qu'il avait, il sortait 1400 bateaux par an, a tiré le signal d'alarme en disant « Moi, je trouve plus de bois pour faire mes mâts et mes baux. » Donc, lui, il préférait du bois, puisqu'il était ébéniste de formation. Et donc, il a fallu passer aux mâts et baux métalliques pour ça. En 68, comme l'IRU avait lancé un concours pour devenir série internationale, et l'idée, c'était de trouver des séries internationales qui puissent servir de marchepied pour les classes olympiques, qui étaient le Flying Dutchman, ou peut-être le 505 qui espérait encore. Il a fallu modifier le bateau pour qu'il ressemble le plus possible à ces bateaux-là, pour que le passage se fasse en douceur. Et donc, on a ramené l'écoute qui était sur le tableau arrière, l'écoute de grand voile, on l'a ramené au centre, sur une barre d'écoute, avec réglage. On a rajouté un étambret et des barres de flèche rigides, puisqu'avant c'était juste des câbles, des barres de flèche, qui permettaient d'avoir un gréement plus rigide et plus performant. Et puis on a rajouté un tas de filoirs de phoque pour pouvoir régler le point de tir de phoque. On a rentré notamment le point de tir de phoque à l'intérieur des haubans et non plus à l'extérieur des haubans. Donc là, ça commence à devenir un bateau de sport. Alors voilà, d'un côté le Morin de 65, assez dépouillé, et un Roga de 72 qui montre quand même qu'il y a eu un petit peu d'évolution. On a rajouté des bouts de ficelle, des poulies, des taquets. On a un peu complexifié le bateau. On a enlevé la tourelle winch, pardon, encore une fois. La tourelle winch, là, a disparu en 66-67. D'abord, c'était un truc très difficile à passer pour l'équipier d'un bord à l'autre, avec ce machin-là entre les jambes. Et donc, c'était pas très pratique.
La période 73-2013, alors là on a eu course à l'armement évidemment, puisque les Jeux Olympiques aidant, tout le monde y est allé de sa petite invention, son petit machin à rajouter pour améliorer les performances du bateau, aller plus vite dans les manœuvres. Et donc il a fallu que la 470 internationale se prononce à chaque fois sur ces évolutions. Est-ce qu'elles avaient un intérêt en termes de voile par rapport au coût? Alors, si ça coûtait rien, on pouvait le faire. Si ça coûtait très cher, on ne le faisait pas. Même si ça rapportait beaucoup. Et donc ça conduit les règles de classe, par exemple, à passer de 8 pages à 37 pages en 40 ans. Pour dire, c'est un peu comme les lois françaises, quoi. On en rajoute toujours un peu plus. Et puis l'autre point qui nous tenait à cœur, c'était d'améliorer la durabilité de la coque. En 1975, un bateau à haut niveau faisait 6 mois, pas plus. Les coureurs de haut niveau changeaient deux fois de bateau dans l'année. Donc il y avait le sandwich qui était une technique consistant à intercaler une couche de feutre entre deux couches de fil de verre, qui a été approuvé en 1977. Ça permettait de faire des coques plus rigides, mais jamais mis en œuvre. Et ensuite, ils l'ont mis en œuvre parce que l'IRU a refusé. Et donc, quand l'IRU a dit dans les années 80, tiens, on voudrait bien revenir au sandwich, c'est la Société internationale qui a refusé 2 fois, en 85 et 89. Donc la coque est restée dans sa technique de construction initiale. Pour éviter, il y avait un poids complet du bateau, tout gréement, pour éviter de jouer sur le gréement pour pouvoir avoir des coques plus fines, plus légères, etc. On a défini un poids minimum de coque qui permettait d'avoir des coques rigides. Et puis on a augmenté des renforts, on les a bien placés. Et enfin, on a adopté des spécifications de construction qui sont imposées à tous les constructeurs et qui permettent de garantir une monotypie stricte entre tous les bateaux, quel que soit le constructeur. Néanmoins, comme on l'a vu, il y a toujours des bateaux qui sont meilleurs que les autres, les maquets en ce moment. Voilà un maquet, un pub maquet en 2012. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisqu'il n'est pas gréé, on ne voit pas tous les bouts de ficelle. Enfin, on voit qu'il y a pas mal de taquets. Alors, modernisation du 470, ça c'était un autre point, c'est que on a été très challengé pour les Jeux Olympiques de 2012. On a été retenu vraiment de justesse. Et donc, l'association internationale s'est dit il faudrait essayer de moderniser le bateau, puisque ce qui intéresse les gens, c'est la planche à voile, c'est le 49er, c'est du fun. Donc, il faut que le 470 devienne fun. Alors, on a lancé des études, on a changé les voiles pour mettre des voiles en technora, c'est-à-dire une espèce de millard, c'est des voiles transparentes, ça fait moderne, au lieu du bon d'acron blanc. Augmenter la surface de spinnaker pour qu'il soit plus sportif, plus intéressant à naviguer par gros temps. On a allongé et rendu plus étroit dérivé safran pour une meilleure tenue. Et puis tout ça, ça c'était fait pour être présenté à l'ISAF en 2012 pour le choix des Jeux Olympiques 2016. Et puis l'ISAF nous a pris de court puisque c'est en 2011 que l'ISAF a décidé que le 470 sera reconduit en l'état pour les Jeux de 2016. Donc nos études, elles ne servaient plus à grand-chose. Et puis en y réfléchissant bien, on s'est fait le constat que le bateau était le meilleur de sa catégorie, un dériveur en double. Et si on voulait le moderniser pour concurrencer des 49ers, on serait le plus mauvais dans la catégorie de ces bateaux-là. Donc il valait mieux laisser le 49er vivre sa vie et nous vivre la nôtre. Et maintenant, la vie des deux est vraiment dissociée pour les Jeux de 2016. Alors, comment est organisé? Alors ça, j'enfonce des portes ouvertes peut-être pour vous, hein, mais donc le sport de la voile dans le monde, il y a une fédération internationale de voile qui est bicéphale, puisqu'elle a d'un côté les fédérations nationales de chaque pays, et de l'autre côté les associations internationales de classe. Alors quand on vient en France, on a la Fédération française de voile, que vous connaissez tous, et puis
Au 470, ben, on a la 470 internationale. Alors après, la fédération elle est aussi bicéphale avec des clubs de voile, hein, dont le CELCAPDAC fait partie, et puis des associations nationales de classe, 420, Optimiste, Laser et compagnie, et l'association française des 470. Et puis la 470 internationale, ben, elle a aussi plein d'associations nationales sous sa coupe, il y en a une soixantaine aujourd'hui, dont l'association française. C'est un peu pour situer l'association française, tout ça. Alors, l'ISAF est responsable et propriétaire des plans et des règles de classe du bateau. Elle est responsable d'agréer les constructeurs et elle pilote globalement l'organisation des Jeux Olympiques, enfin pas des Jeux Olympiques, des épreuves de voile des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde de voile ou des championnats du monde groupés. La 470 internationale, elle est force de proposition à l'ISAF pour les évolutions de règles de classe. C'est-à-dire que l'ISAF s'engage à ne pas faire de modifications qui n'aient été agréées par l'international ou proposées par l'international. Elle donne un avis sur l'agrément des constructeurs, c'est-à-dire que l'ISAF n'agrée pas de constructeurs sans un avis positif, et elle surveille ses constructeurs. Et elle pilote donc l'organisation des championnats monde jeune, master, championnats d'Europe également. Les fédérations nationales pratiquent de la voile dans leurs pays respectifs, et les associations nationales de classe, on immatricule les bateaux dans nos pays, on contrôle la conformité, on fait la promotion de la pratique du 470 dans le pays où on est, et puis on pilote l'organisation des épreuves sportives dédiées à ce bateau, le 470, et notamment le championnat national. Voilà, un petit peu les Français des Jeux Olympiques et les championnats internationaux, là on évoquait ça tout à l'heure. Donc vous voyez, Jeux Olympiques, une médaille d'or et 2 de bronze sur 51 médailles, ça fait pas beaucoup. On est 6e nation. Je vous ai mis les noms là, des médaillés. Championnat du monde et Jeux mondiaux, ISAF, IRU, on a 51, on a le record, on est la première nation en termes de médailles, mais on n'a que 3 médailles d'or dans l'ensemble. Sur les championnats du monde, 32 médailles sur 216, c'est aussi la première nation en nombre de médailles, mais 4e nation en nombre de médailles d'or, on en a 5. Donc on a du mal quand même à concrétiser. On est les meilleurs, mais quand il s'agit de gagner un championnat du monde, on n'est plus là. Championnat d'Europe, 36 médailles sur 225, largement première nation, et là, en médaille d'or, on est quand même les premiers. Alors j'ai pas pu citer tout le monde, mais j'ai cité ceux qui avaient 3 titres et 2 titres. Voilà, et chez les jeunes, donc 9 médailles d'or sur 74, donc c'est pas non plus terrible. Et en master, 14 sur 66, là c'est mieux, on est dans les meilleurs. Master, c'est plus de 35 ans. Alors 2013 et après, eh bien, je ne sais pas quelle heure il est, mais on va arriver au bout là. 2013 et après, donc La Rochelle, on a fêté nos 50 ans à La Rochelle. On a voulu faire des grandes festivités, donc on a organisé le championnat du monde des jeunes, hommes-femmes, la Coupe des Masters, donc toutes les catégories de Masters, une première semaine. La deuxième semaine, on a organisé le championnat du monde senior hommes-femmes, et puis entre les deux, on s'est réservé un week-end pour courir une Coupe des 50 ans, et puis surtout, qui était un petit raid rigolo devant La Rochelle, pour se montrer, pour rentrer dans le Vieux-Port, faire rentrer 100 bateaux dans le Vieux-Port de La Rochelle, c'était pas mal. Et puis le Trophée des légendes dont j'ai parlé tout à l'heure, où on a eu 34 équipages d'anciens champions du monde et olympiques qui sont venus courir ensemble sur des bateaux mis à disposition gracieusement par le constructeur italien Notivella et le voilier italien Zaoli. C'était des bateaux neufs. Alors en tout, on a réuni 329 équipages qui ont participé à au moins une épreuve, avec 91 Français là-dedans, 40 nations représentées, les 6 continents. Voilà, c'était une épreuve de force.
L'épreuve précédente, c'était 93, 30 ans, à Crozon-Morgat, où on avait 236 équipages, mais il y avait juste un championnat du monde. Qui a gagné les légendes alors? Alors les légendes, c'est les Croates, Šime Fantela et Igor Marešić. Évidemment, les pauvres champions du monde 70 sont arrivés derniers. Bon, enfin, ils étaient là. 40 ans plus tard, il se rappelle que Pierre de Coubertin disait l'important c'est de participer. Non? Voilà, ils avaient plus mis les pieds sur un 470 depuis 1973. Le choc pétrolier, ça en a laissé par terre. Alors, donc on a le 470 et encore aux Jeux Olympiques de Rio pour 2016. Et puis, il est aujourd'hui implanté sur tous les continents. Alors, son implantation est très forte en Europe, en Asie, en Océanie, donc Nouvelle-Zélande, Australie, le Japon, la Corée, Singapour, puis tous les pays d'Europe. Elle est relativement bonne en Amérique du Nord et du Sud, avec Chili, Brésil, Argentine, Mexique, États-Unis, Canada. On a un petit peu de soucis avec l'Amérique centrale pour se développer, et ça démarre. Et puis en Afrique, c'est un petit peu difficile pour des problèmes d'argent. Voilà, on conclura en disant que dans la catégorie des dériveurs en double, le 470 n'a pas de rival aujourd'hui. Il n'avait pas de rival pour les Jeux de 2016, donc il a été retenu sans difficulté à partir du moment où les quillards avaient été éliminés, l'épreuve quillard. Il a une large diffusion mondiale, le bateau est adapté à tous les types d'équipage, et ça va de la pratique sportive dans les clubs jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc il y a toute la gamme possible de sports pour être pratiqués par ce bateau. Voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle le bateau sur lequel le monde navigue. Il se surnomme comme ça, lui-même. Aujourd'hui, pour 2020, pour les Jeux de 2020, si le CIO maintient la voile aux Jeux Olympiques, maintient 10 épreuves, parce que c'est le CIO qui décide, maintient 10 épreuves de voile, et que l'ISAF décide de garder un dériveur en double, il n'y a pas de dériveur en double alternatif au 470 pour 2020. Alors, le seul risque pour le 470 serait que l'ISAF veuille introduire le kitesurf. Vous savez qu'en mai 2011, le kitesurf avait été retenu à la place de la planche à voile. La planche à voile a fait un lobbying pas possible, et en novembre 2012, le kitesurf a été annulé pour remettre la planche à voile pour les Jeux de 2016. Alors, il n'est pas impossible qu'ils veuillent mettre kitesurf et planche à voile pour 2020, auquel cas il y a un autre événement qui devrait sortir. Si c'est le dériveur en double, il n'y aura plus de 470. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous en 2063 où je vous présenterai les 50 années suivantes. Attendez, M. Corcu, attendez, vous conclure rapidement. Là, il y a quand même déjà demandé aux personnes dans la salle s'ils ont des questions. Méfiez-vous du garçon qui est debout au fond de la salle, puisque c'est un fin tacticien qui amène une embarcation qui fait un peu plus de 470, le bateau Zulu. Je ne sais pas si vous êtes Centre Nautique, François Alico, et un bateau, enfin, on va nous en parler, Frédéric d'ailleurs. Mais avant, moi, je voudrais qu'on revienne sur un passage du 470. Vous avez été très discret, vous n'en avez absolument pas parlé. Le 470, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a voulu le faire voler. Oui, alors ça c'est un petit peu anecdotique. Ouais. Il y a on va dire peut-être un hurluberlu qui était un peu précurseur et qui dit d'ailleurs c'est Tabarly m'a volé mon idée, qui s'est mis à étudier dans les années 70 des foils pour faire voler des bateaux. Comme il y a, comment ça s'appelle, l'hydroptère. Oui. C'était en 1964 précisément que le brevet. Alors tout ça, moi je l'ai pas, vous avez vu, j'ai une tablette, certes, ça permet d'avoir des infos, mais l'essentiel de ce que je dis là est dans ce bouquin qu'on peut qualifier de Bible. On avait dit qu'on parlait ni politique ni religion, mais là une Bible du 470, c'est ni l'un ni l'autre, puisqu'il y a des tas de trucs, c'était d'ailleurs étonnant d'arriver à faire un bouquin aussi riche en texte et en photos, et en matière de photos. Je vais revenir sur une photo que vous avez évoquée tout à l'heure, mais de la trouver, la photo, c'est impressionnant. Ce cargo avec un 470 juste à Saki, là, et ils sont mieux eux que nous, dans la baie de San Francisco, sur le coup. Là. Voilà.
Donc je vous laisse répondre aux questions. Voilà. Oui, alors, donc c'est Claude Tisserand, hein, ce génial inventeur. Et Claude Tisserand, il explique que ce qu'il avait sous la main, c'était une coque des 470. Voilà, et donc il a mis des foils sur le 470 et il a fait des essais avec ça. Bon, il a viré, au passage, il a viré le mât pour en mettre un autre, la voile pour en mettre une autre. Enfin voilà, il a viré sa femme qui prenait trop de place à bord parce que ça allait pas assez vite avec madame à bord. Et voilà, il a quand même été présent au concours de vitesse à Weymouth, là, qui avait lieu tous les ans. Et donc j'ai eu un contact avec Claude Tisserand à l'occasion de la rédaction du livre, où il m'a dit qu'il était prêt à repartir au charbon pour refaire voler un 470. Voilà, je finis avec cette photo. Ça, c'était la Coupe des 50 ans, c'est La Rochelle. Donc on a fait rentrer tous les bateaux dans le vieux port et ressortir pour faire le spectacle. Et vous voyez, on avait fait mettre un drapeau de la classe 470 en haut de la tour. Alors on ne voit pas la deuxième, c'est dommage. En haut de la deuxième, il y a le drapeau français qui est tout minus à côté de celui-là. Voilà. C'est un crime, ça, non? C'est On pas va parler d'un drapeau national. nous, on nous a dit qu'il faut faire un drapeau de 5 mètres sur 4. On a fait 5 mètres sur 4. Oui, alors le bouquin j'aurai le plaisir, ceux qui le souhaitent, de leur dédicacer. Hein, 30 €. Voilà. C'est pas pour moi, c'est pour l'association française. C'est un bouquin que j'ai rédigé avec Nicolas Guichet, qui fait partie du comité de direction de l'association française, et qui est un passionné de patrimoine nautique. Il a d'ailleurs fait classer au patrimoine nautique le bateau des Jeux Olympiques 88 de Péponnet-Pillot, médaille d'or. Et ce bateau naviguait à La Rochelle. Ce bouquin, il y a toute l'histoire, je déroule toute l'histoire du bateau, mais il vaut surtout, je pense, par tous les témoignages qui ont été apportés dans le livre par les anciens champions du monde, les champions olympiques, qui ont bien voulu écrire quelques lignes. Et je pense que tous ces témoignages sont un peu sur le même thème, assez dithyrambique, sur les qualités du bateau et la qualité de l'ambiance qui règne sur les parcs des bateaux aussi sur dans cette série. Le bateau du juste milieu, il est aussi appelé. Tout à fait.